Ça va ou quoi? Nope. T'es sur ma chaîne secondaire, Sazou Rediff. Y'a pas de reste ici. Là, c'est Viens Zepé. Donc si t'aimes cette vidéo, abonne-toi, mets un pouce bleu, la petite cloche. Allez, bon visionnage. Les gars, ouais, samedi là, il y a la rediff du live RL qu'on a fait sur Châtelet qui va sortir. Ok, tout va bien? Super. Samedi prochain, il y a le vlog de Paname qui sortira. Ok. Attendez, ma cam, qu'est-ce qu'elle a, les frères? Bon, de toute façon, je vais la mettre là comme ça. La grande cam, elle bug des fois, les gars. J'ai 2 jours que je suis pas là, frère, tout est bug. Ah. Et voilà. Et après, il y aura la vidéo dégustation Tasty Crousty qui sortira dans 3 semaines plus tard, beaucoup plus tard. Donc voilà, les gars, on réagit à la vidéo de Failed Up sur FNAF. Et puis les gars, j'espère que vous allez kiffer, j'espère que vous allez passer un bon moment. Et merde, c'est quoi ça? Attendez, je fais n'importe quoi là. Je fais n'importe quoi, les mecs. Hop, c'est parti. Est-ce que vous êtes chaud, les gars? Et sans plus attendre, moi je suis pressé de regarder cette vidéo. Je voulais la voir à tout prix. Et voilà, les mecs, let's go. Et puis et après, on n'oublie pas, il y a Hello qui va nous appeler. Et puis voilà, les mecs. Bon, elle va pas nous faire le même coup que Comia, je vous le dis. C'est parti, les mecs. Cet épisode est déconseillé aux personnes photosensibles. Oui, 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 oui. Il y a 5 mois. Failed Up! J'aime trop Failed Up, moi, les gars. J'aime trop Failed Up. J'ai un serveur RP pour toi, il est incroyable ce thème. Et français, je vous mens pas là pour l'instant, GTA, c'est pas dans mes projets, les mecs. C'est pas dans mes projets là pour l'instant, GTA. J'ai envie de faire une vidéo sur FNAF. Ça devrait pas prendre trop de temps. 5 mois plus tard. Wesh! Failed Up, tu nous fais peur là. Tu nous fais peur à faire des screamers comme ça, frère. 5h du matin, frère. 6h. Les gars, vous voulez qu'on baisse un peu le son ou c'est un peu trop fort pour vous? On va baisser un peu, non? Wesh, il te ressemble, abusez pas, les mecs. Je ressemble pas à Failed Up. Merci pour le compliment, mais je ressemble pas du tout à Failed Up, les mecs. Five Nights at Freddy's. Alors déjà, les mecs, je pense que dans le chat, vous connaissez... Ça bug un peu. Comment ça bug un peu, frère? Allô? Allô, allô? C'est bon. Ok, ok. Les gars, qui connaît Five Nights at Freddy's? Je pense que tout le monde connaît. J'ai pas besoin de vous présenter c'est quoi Five Nights at Freddy's. C'est un jeu où on doit survivre à plusieurs nuits avec des je sais plus comment on appelle, mais des canards, des trucs et tout. Enfin, bref, il va mieux l'expliquer que moi. FNAF, c'est bien. Oui. D'ailleurs, faut qu'on se les fasse les FNAF, les gars. J'ai jamais fait encore. FNAF, c'est compliqué. Est-ce que vous avez déjà joué à Five Nights at Freddy's? Ouais, on a fait un live dessus, les gars, mais on n'avait pas fini. On n'avait pas fini, les mecs. Et je dis bien jouer, hein, pas juste regarder un gameplay sur YouTube. Parce que je suis persuadé que pour la plupart d'entre vous, la réponse... Attendez, ma cam, je vais la mettre de l'autre côté, les gars. Parce qu'il s'est mis un peu là. Hop, hop. Voilà, les mecs. Je pense que c'est bon. C'est non. Ou alors, oui, mais juste une fois. Five Nights at Freddy's, FNAF, comme on va l'appeler ici, c'est l'un des plus grands phénomènes de ma génération. Ah, c'est ça les monstres que je vous Je parle pas parle. d'un phénomène dans l'horreur, mais un phénomène tout court. Je pense pas que vous réalisez à quel point le succès de cette franchise est lunaire. Vous en avez forcément déjà entendu parler si vous avez moins de 30 ans. Et pourtant, en France, on est un peu passé... Alors, j'ai plus de 30 ans. Failed Up. Et je connais. Je connais, mon frère. C'est à côté par rapport aux pays anglophones. Et si vous faites partie de ceux qui n'en ont jamais entendu parler, oh, préparez-vous, vous êtes parti pour un voyage bien bizarre. Hein. Le projet de parler de Five Nights at Freddy's en long et en large sur cette chaîne, il date pas d'hier. Il s'agit d'une vidéo que je veux faire, croyez-le ou non, depuis août 2015. Oui, ça fait plus de 10 ans que j'ai envie de parler de ce sujet en long et... T'as quel âge? L'âge d'être noir.
et en large. Récemment, comme à peu près chaque année, je me suis pris de nostalgie pour les jeux FNAF. C'est, comme 31, beaucoup de gens de ma génération et de ma démographie, un point non négligeable de mon adolescence. Et j'ai eu bêtement l'envie de faire une petite vidéo pour en parler. Je vous promets que c'était censé être une petite vidéo à la base. Mais, au fur et à mesure de mes recherches, j'ai commencé à écrire. Et écrire, et écrire, et encore écrire, au point que ça en est devenu un peu une obsession. J'ai remarqué des patterns dans les jeux, des schémas qui se répétaient. Les gars, moi je suis choqué. Non, ma mère 34, c'est bon, non? Ah, laisse ta mère tranquille, frérot. Pourquoi tu veux me caser avec ta daronne? Ah, oh là là, le chat en folie. Oh, le chat en folie. Les gars, faut savoir que FailledUp, il fait des recherches de baisers pour ses vidéos. Moi, il m'impressionne, les frères. Vraiment, FailledUp m'impressionne dans la recherche de ses vidéos, etc. Il est trop fort. Je me suis posé beaucoup de questions sur son créateur, et j'ai réalisé au bout d'un moment qu'une... Là, j'ai pas vu, les mecs. Je pense qu'on va pas regarder toute la vidéo, hein. Je pense qu'on va la faire en plusieurs épisodes. Les gars, la vidéo, elle fait 4 heures, les mecs. 4 heures de vidéo, les mecs. J'avais pas vu, les gars. 4 heures de vidéo. C'est une dinguerie. Attendez, les frères. Attendez. Tac, je sais pas. YouTube, encore une fois. TikTok, pardon. Hop. Voilà. 4 heures de vidéo, les mecs. C'est quand même incroyable. Ouais, TikTok. TikTok, il nous fait des screamers carrément. Donc, les gars, on va faire, je pense, 1 heure. Et puis, et on fera plusieurs épisodes. Ça vous dit? Dans la semaine, déjà, on va s'en faire 2. Beaucoup plus compliqué se tissait à travers l'histoire de ces jeux. Désolé, je remets sur pause vite fait. Je vais éviter de mettre beaucoup pause, les mecs, parce que c'est quand même une vidéo intéressante. C'est pas vraiment une vidéo comme Pop the Balloon ou quoi. Les gars, on va se regarder ça tranquillement. Juste avant, je voulais vous dire, on va faire 1 heure de ça. Jeudi, demain, je live pas. Par contre, jeudi, ok, on t'écoute. Jeudi, les mecs, je vais sûrement faire la deuxième partie. Je vais faire la deuxième partie, les mecs, ça vous dit? Ça vous dit, les mecs, on se fait la deuxième partie de la vidéo de FailledUp jeudi? Je parle pas de l'histoire que ces jeux racontent, de leur lore, qui a souvent été sujet à débat et à de nombreuses théories. Non, je parle d'une autre histoire, l'histoire d'un des plus grands phénomènes de l'histoire d'Internet qu'un développeur invraisemblable a essayé de maintenir en vie en essayant de comprendre, en même temps que tout le monde, comment ces jeux fonctionnaient. C'est une histoire très compliquée, mais que je trouve très... Vendredi, il y a Histoire GTA. Ah non! Non, mais l'Histoire GTA, on a arrêté, les mecs. Je sais pas si t'as vu, mais on est passé sur Detroit Become Human, frérot. On est passé sur Detroit Become Human, donc vendredi à Detroit Become Human, et jeudi on fait la deuxième partie de FailledUp. Intéressante, et j'espère qu'elle vous fascinera autant que moi, elle m'a fasciné au cours de ma vie. Voici comment FNAF a changé le monde de l'horreur, que ce soit pour le meilleur... Comme pour le pire. Et pour le pire. Ah, je suis trop fort! J'en entends déjà certains souffler à travers leur écran. Une vidéo sur FNAF en Big 2025. Eh ben oui, je vais le défendre bec et non, on kiffe sa mère. Pendant ma vidéo, parler de FNAF, analyser son impact et ses décisions, ça peut être absolument captivant. Et ce, qu'on aime ou on n'aime pas. Et vous avez probablement des a priori sur ce que je pense de cette saga en entier. Vous devez probablement penser que je déteste, ou alors que je trouve ça formidable. Et vous avez tous raison. Croyez-le ou non, j'ai été un FNAF Kid, et ce pendant une petite période. Et même si ça n'a pas duré très longtemps, j'ai quand même observé la licence continuer pendant quelques temps après ça. Et c'est une licence que j'ai appris à adorer, détester, puis re-adorer au cours du temps. Dans cette vidéo, je vais chronologiquement vous raconter la naissance et la mort du phénomène FNAF. On va aborder chacun des jeux que je trouve intéressants, analyser comment ils fonctionnent, ce qui marche et ne marche pas chez eux. On va essayer de comprendre quelle histoire nous est racontée, mais surtout, on va se poser une question fondamentale. Qu'est-ce qui a poussé le créateur de ces jeux à faire chacune des décisions qui se sont retrouvées à l'intérieur de ces jeux? Et vous allez voir qu'il y a des décisions qui sont sacrément bizarres. Pourquoi a-t-il fait ce qu'il a fait, quand il l'a fait, et en réaction à quoi? Et que vous aimiez ou pas les jeux FNAF, cette histoire-là, celle qui englobe tout le développement de ces jeux et leur création, elle est intéressante. Et enfin, je préviens d'avance avant de commencer, la vidéo elle va être bad longue. C'est un peu un travail que je fais par passion et par envie, et je préviens d'avance... Bah on a vu 4 heures de vidéo, hein. On est qu'à 4 minutes 09, tu m'étonnes. Disclaimer, hein, je vais être un poil aigri dans la vidéo. Hein. Si j'aime pas un truc, je vais pas hésiter à le dire. Et si c'est un truc que vous adorez... T'inquiète, on est en France, l'aigri, on connaît.
On est tous un peu aigris en nous. Ce n'est pas contre vous. Vous pouvez aimer ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Également, je vous demande de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Comme d'habitude, je révèle certaines infos qu'à un certain moment. Donc si vous avez une vision incomplète et que vous vous dites pourquoi il n'a pas parlé de ça, eh ben c'est peut-être parce que je ne l'ai pas encore dit. Et ensuite, bon les gars, c'est FNAF. Hein. C'est un mastodonte. Il est très fort. Hein. Pour le watch time là, il est très fort. Je vais pas pouvoir parler de tout, etc. Et je sais que ça va pas captiver tout le monde. C'est un sujet qui a été beaucoup vu. Mais pour moi, c'était impossible de ne pas le traiter sur ma chaîne. C'est un des trucs les plus importants qui soit passé dans l'horreur d'Internet sur les 20 dernières années. Donc j'espère que ça vous plaira. J'espère que ce format un peu différent, pas trop horreur, on mais te plus suit, explicatif, vous Fade. plaira. On te suit, mec. J'ai hâte de voir vos avis dans les commentaires. Sur ce, commençons. Allez. Chapitre 1. L'apparition météorique de FNAF. D'habitude, quand on raconte ce genre d'histoire, on a tendance à revenir au tout début. Ici, ça impliquerait de raconter la vie du développeur du jeu et les décisions qui l'ont amené à créer le premier opus de la saga qui allait changer sa vie. En vrai, ça doit être tarpin Mais intéressant. ici, j'ai décidé de ne pas vous raconter ça tout de suite. Car j'aimerais vous remettre dans cette première partie de la vidéo au cœur du phénomène à l'époque. Vous amener à travers la folie que c'était d'être en ligne durant cette période et vous confronter à toutes les décisions étranges qui ont été faites. Des décisions qui ne vous apparaîtront comme vraiment compréhensibles que bien plus tard dans la vidéo. À l'époque, on ne savait rien de tout ça. Donc revenons à la date fatidique du 8 août 2014. Ce jour-là, un développeur indépendant inconnu au bataillon sort le jeu Five Nights at Freddy's sur la plateforme Windows Desura. Quelques temps Putain, après, je connais même pas ça, frère. le jeu sort sur Steam. Five Nights at Freddy's. Il y a Cette 11 première ans. partie de la vidéo, elle peut peut-être paraître bateau pour certaines personnes. C'est des jeux qui sont assez connus. Mais en parler en détail, ça va permettre de mettre en place plusieurs éléments qu'on va utiliser régulièrement durant la vidéo. Maintenant, parlons juste du monument qu'est Five Nights at Freddy's 1. Five Nights Je vais bien dormir. Comment ça, Sky? at Freddy's te met dans la peau d'un jeune homme acceptant un petit boulot mal payé de gardien de nuit dans un des restaurants de la franchise Freddy Fazbear Pizza. Une série de restaurants bas de gamme ciblant les enfants avec comme icône principale l'ours Freddy Fazbear, incarné dans le restaurant par une mascotte animatronique, c'est-à-dire un costume mis sur un automate électronique qu'on appelle également un endosquelette. Le but du jeu est simple et est même donné dans le titre du jeu, il faut garder le restaurant pendant 5 nuits. C'est tout ce qui était dit par la description du jeu. Donc lançons celui-ci comme si on était un internaute le découvrant à l'époque, à la fois pour se remettre dans l'esprit de quelqu'un le découvrant, mais aussi pour faire découvrir l'expérience du jeu à ceux qui ne le connaissent pas. Voici une première partie typique de FNAF 1. T'as vu, on vient de commencer, j'ai déjà envie d'arrêter de regarder. Comment ça, wesh? 4 heures, tonton, mais on va pas faire 4 heures. Mais frérot, t'as rien suivi. Je t'ai dit, je vous ai dit, les mecs, on fait 1 heure de React. Donc, à peu près... ici. On va s'arrêter ici, précisément. Et après, on continuera au fur et à mesure des lives, les gars. On va pas faire 4 heures d'un coup, vous êtes des baisers. T'as déjà envie d'arrêter? Elle est incroyable, cette vidéo, les mecs. Ceux qui aiment pas, ils peuvent partir, les mecs. Hein. Je vous mens pas. Moi, je la regarde. Hein. Quand on Les lance vidéos de notre Failed première Up, elles partie, sont... on est d'abord Les vidéos de Failed Up, elles sont insane, les mecs. Hein. Insane, les gars. accueilli par cette image lors de l'écran de chargement. Une simple petite annonce dans un journal pour quiconque voudrait un job de gardien de nuit à Freddy's. On y apprend la durée de notre service, de minuit jusqu'à 6h du matin. On nous précise bizarrement et un peu humoristiquement que la compagnie se dit non responsable de blessures ou de démembrement. D'accord, c'est direct. Bon alors. Je veux te faire khla dans la bouche. Désolé, j'habite pas à Dubaï. Commençons. Putain! À vos îles, Animal Crossing New Horizon revient sur Nintendo Switch. J'aime bien 2 Animal avec Crossing. de toutes nouvelles fonctionnalités. Et grâce Ah, à mais la vas-y! construisez des îles avec vos amis et bien plus. Votre île de rêve prend une autre dimension sur Nintendo Switch 2 avec Animal Crossing New Horizon Nintendo Switch Après, 2 te dépenses édition. l'ailleurs, tu donnes combien? Ça peut se On discuter. est accueilli directement dans un bureau miteux. Il y a un ventilateur qui tourne au milieu des boules de papier et des installations électriques. Sur le mur, on peut voir un poster de Freddy, accompagné de 2 autres mascottes, un lapin bleu et une poule jaune. Et à droite, derrière, ce bizarre cupcake avec des yeux. On voit des dessins d'enfants affichés fièrement au milieu des fils et des toiles d'araignée. Puis on entend assez vite un bruit. Une sonnerie de téléphone, suivie d'un message audio préenregistré, venant de ce qui semble être notre manager. Bonjour, bonjour. Je voulais t'enregistrer un message pour t'aider à t'installer lors de ta première nuit. En fait, j'ai travaillé dans ce bureau avant toi. Il ne possède pas de nom, mais a été appelé Phone Guy
ou home téléphone par la communauté. Et ce qu'on va faire pendant l'intégralité de la vidéo, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un surnom, même s'il est anglophone, on va toujours utiliser celui qui est le plus utilisé. PhoneGuy continue de nous parler et semble insistant à nous répéter en boucle qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter, que tout va bien, alors que bizarrement, il nous donne de nombreuses infos qui vont dans l'autre sens. D'abord, il nous lit un texte juridique décrivant un protocole précis dans le cas où un décès ou un dommage devait arriver. Ensuite, il nous dit que les animatroniques ont des comportements étranges pendant la nuit. Et en parlant de ces animatroniques, si on déplace la souris vers le bas, on a accès à une des mécaniques centrales du jeu, les caméras de surveillance, qui nous montrent les 3 mascottes sur leur scène dédiée. Ah, ils s'appellent comme ça les mascottes, c'est les animatronics. Qui d'habitude font des chansons et voilà, ils jouent de la musique, mais qui là sont immobiles au milieu de la nuit. À propos d'eux, PhoneGuy nous donne une information capitale. Les animatroniques, la nuit, ne sont pas immobiles. Et en effet, un d'entre eux vient de bouger. Il a quitté la scène pour aller dans la salle principale. La nuit, les animatroniques sont plutôt dans un mode de déplacement libre pour éviter que leur fonction diminue à cause de l'inactivité. On apprend que cette fonction auparavant était active pendant la journée, mais que celle-ci a été désactivée depuis un accident majeur pour l'entreprise. La morsure de Un animatronique 1987. aurait mordu un enfant, lui enlevant une partie du cerveau, son lobe frontal. Il nous prévient enfin que si les animatroniques nous croisent pendant la nuit, ils nous prendront pour un endosquelette sans costume. Now, since that's against the rules here at Freddy Fazbear's Pizza, they'll probably try to forcefully stuff you inside a Freddy Fazbear suit. Or, les têtes de costume contiennent des fils électriques et d'autres trucs mortels. Bref, à ce moment-là, on le comprend, ce travail était en fait un traquenard. Quand on enlève la caméra, on voit qu'à côté de nous, il y a 2 portes, menant à 2 couloirs différents. On peut soit utiliser une lumière endommagée pour voir ce qui est juste devant la porte, ou la fermer. Dans tous les cas, que ce soit utiliser la lumière, la caméra ou fermer une porte, Je vous jure, les gars, j'ai essayé de jouer une fois à ce jeu. Je vous jure que ça fait flipper les mecs. On dirait que c'est un jeu pour enfants et tout. Les gars, ça fait flipper ce jeu. Je vous mens pas. On va se le faire bientôt, on va se le faire, FNAF. tout ça, ça dépense de l'énergie, qu'on a en quantité limitée. Il faut donc se défendre au minimum pendant une durée importante alors qu'on est constamment menacé. Si on remonte la caméra, on voit que les animatroniques ont encore bougé. En cherchant où ils se situent, on se rend compte un peu de l'architecture du restaurant. Une sorte d'horrible bâtiment décrépit avec une salle à manger rudimentaire, une étrange petite scène cachée d'un rideau appelée la baie des pirates et un panneau disant que ce qui est à l'intérieur est en panne. Une arrière-salle remplie de masques inutilisés et d'animatroniques désactivés, des toilettes avec des peintures de pizza sur les murs et différents angles des 2 fameux couloirs absolument dégueulasses remplis de fils dénudés qui pendent au plafond. Il y a également une cuisine, mais la caméra de celle-ci est inactive, ne laissant que l'audio transparaître. Au fur et à mesure que la nuit progresse, on voit les animatroniques se déplacer. On entend des bruits parasites étranges. Juré, ça fait flipper. Très vite, le stress monte dès qu'un d'entre eux arrive dans le couloir et se rapproche. Parfois, ceux-ci semblent regarder la caméra, comme s'ils étaient conscients qu'on les observait. À certains moments, on peut voir des artefacts sur l'image, des sortes d'hallucinations qui arriveraient à notre personnage, stressé par la situation. Puis arrive le moment fatidique. Putain! Mec! Préviens! Préviens, Fade Up! Préviens, frère! Je me suis chié dessus! Je savais que ça allait arriver en plus! Je me suis chié dessus! Préviens-moi! Putain! Je vais faire un arrêt cardiaque, frère! L'animatronique disparaît. On continue de se défendre pendant une nuit entière. Le stress monte. Puis, 6 heures du matin. Bravo pour la première nuit. à ce moment-là, il y a une sorte de soulagement qui arrive. Mais également une certaine crainte. Parce que c'était que la première nuit. Ah ouais. Moi j'ai fait qu'une nuit. Au lancement de la deuxième nuit, la tension est d'autant plus accrue. On écoute à peine PhoneGuy qui pourtant nous a envoyé un autre message cette nuit-là, nous expliquant que Freddy semble ne pas bouger souvent de la scène. En effet, il n'a pas bougé pendant la première nuit. Et que la chose en panne derrière le rideau de la baie des pirates bouge parfois quand on oublie de regarder la caméra. La pression monte à nouveau. De temps en temps, on allume la lumière dans le couloir. On essaye de limiter tout, l'usage de la caméra, les portes, la lumière, sauf... Ah là, j'ai quand on n'a pas pas le choix. Sur les caméras, les animatroniques font vraiment bader. On cherche constamment à fliquer leurs mouvements qui arrivent systématiquement quand on ne les regarde pas. Parfois, on revient sur la baie des pirates qui s'ouvre de plus en plus, révélant un animatronique à la mâchoire acérée. Et pendant un moment de confusion, où par stress on ferme un peu trop les portes autour de nous, d'un coup, l'énergie électrique du bâtiment
arrive à 0. Aïe, 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 aïe. Tout devient excessivement calme. Aïe, 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 aïe. Puis on entend un bruit qui perce le silence. Imaginez pouvoir créer n'importe Allez, quoi, ta mère. rien qu'en y pensant. Putain, la pub. Voici Base 44. Et au milieu de cette boîte à musique jouée par Freddy, tout s'arrête. On entend des bruits de pas très silencieux. Et... Et il a prévenu là. Là, il a prévenu les mecs, mais ça surprend toujours. Frère, je suis une vraie tape. Je suis une vraie flippette. Je suis une vraie flippette. Pardon. Pardon. Je vais pas vous refaire tout le jeu Five Nights at Freddy's. C'est pas la peine. Et ce pour plusieurs raisons. D'abord, on comprend... Les gars, venez, on se met dans l'ambiance, non? Aïe. Venez, on se met dans l'ambiance en vrai. Attendez. Tac, ça on met en rouge. Ça on met en rouge. LED rouge. LED rouge les mecs, c'est bon là. C'est bon là les mecs, c'est parti. C'est vite les mécaniques. Et essayer de faire peur avec, c'est pas utile. C'est beaucoup plus efficace quand vous avez les commandes. Ensuite, le gameplay s'affine avec le temps, mais devient surtout plus difficile. Donc c'est pas forcément Mon gars, tu connais hein. Ah bah, LED rouge, sushi. Non, non, j'arrête. intéressant de vous narrer une partie entière. Et surtout, ce jeu est parfait. Je sens que vous l'avez pas vu venir celle-là. Je vais pas me Non, pencher sur je le l'avais pas sujet, vu j'ai venir, beaucoup mon de gars. choses à dire autour de ce jeu, mais d'un point de vue fonctionnel, je mourrais sur cette colline. Five Nights at Freddy's, premier du nom, est un excellent jeu et une leçon d'atmosphère. Ce jeu excelle à Après, mentez pas, vous aussi vous avez sursauté, non? plusieurs niveaux et quasiment tous. D'abord d'un point de vue sonore. Le jeu réussit à être encore aujourd'hui une des expériences les plus immersives de la dernière décennie. Le jeu est rempli de nombreux éléments d'ambiance marquants. Le grésillement de la lampe, le lourd drone sourd en fond qui te plonge dans la nuit, tous les bruits parasites arrivant ici et là, tous les bruits de glitch de caméra. Tu peux comprendre instantanément à quel point tu es dans la merde dans le jeu juste en écoutant à quel point l'ambiance autour de toi devient chaotique. Et dans les nuits plus difficiles du jeu, quand Freddy commence à se déplacer, l'ambiance sonore se retrouve agrémentée de rires distordus, qui te donne l'impression d'être profondément dans la merde tout le long de la nuit. Tu rajoutes à ça ce fameux son, qui est devenu un mème, En plus, même les qui sons devient d'effets plus fort en fonction de la quantité de danger dans laquelle tu te situes. Ouais, l'ambiance devient très remplie, très pesante, alors qu'à la base, elle est extrêmement simple et plutôt silencieuse. D'un point de vue des mécaniques de jeu également, FNAF 1 est parfaitement dosé. Il y a en tout 4 animatroniques dans ce jeu. Les deux premiers, Bonnie et Chica, actifs dès la première nuit, attaquent El Chica, je savais pas que t'étais dans FNAF. Ah. respectivement à gauche et à droite et peuvent être vus avec les lumières. Ils sont une menace constante. Freddy, lui, actif à partir de seulement la troisième nuit, se déplace assez rarement et chacun de ses déplacements est marqué par un rire. Le regard Freddy le boss. à travers les caméras, ce qui est déjà difficile étant donné qu'il se cache dans les caméras, il est beaucoup plus difficile à voir, le fait se déplacer moins vite. Et lorsqu'il se retrouve près de votre bureau, il faut fermer la porte dès que vous regardez la caméra, car celui-ci se faufile dans le bureau dès que vous avez un moment d'inattention et n'est pas visible avec la lumière. Mais alors vous allez me dire, vous qui avez envie de casser le jeu, il suffit de ne jamais regarder les caméras et en vrai, on n'a jamais de danger. C'est là qu'arrive le quatrième animatronique, Foxy, qui est caché dans la baie des pirates, dont l'arrivée n'est prévisible qu'en regardant l'état dans lequel il est sur sa caméra. Et si vous ne le vérifiez pas régulièrement, celui-ci courra dans le couloir pour vous attraper. Et il faut rajouter à ces mécaniques déjà assez stressantes, le stress de l'énergie, qui baisse constamment, ce qui fait qu'on est encouragé à s'exposer le maximum au danger, de peur de ne plus avoir d'électricité et d'avoir game over. Ces quelques mécaniques fonctionnent extrêmement bien en tandem, et elles paraissent par contre un peu simples au premier abord. Parce qu'elles le sont. Mais tout autour du joueur est fait pour le rendre légèrement confus. Rien n'est dit au joueur à part quelques cryptiques indices du Fun Guy. Parfois des détails subliminaux peuvent changer, comme ces moments où Freddy semble regarder directement le joueur, ou alors ces images subliminales. Le jeu bombarde le joueur d'infos et lui demande constamment de trier. Ce qui fait peur dans le jeu, c'est principalement ça.
Le fait de ne pas savoir, le fait d'être dans le flou, le fait qu'on ne voit jamais vraiment les animatroniques se déplacer. Sauf pour Foxy qui t'annonce ta mort certaine et des sortes d'hallucinations. C'est pour ça que Freddy est particulièrement angoissant. Vous imaginez pas le stress quand Bonnie est collé à ta porte et qu'il veut pas partir et que sur la caméra de l'autre couloir, tu vois Freddy t'observer droit dans les yeux. C'est vraiment très très stressant. Pour l'époque, c'était terrorisant. Vraiment. Le jeu foutait dans le mal comme on avait très rarement pu voir dans l'histoire du jeu vidéo. Dès la sortie du jeu, le jour même, des gens le testaient déjà sur YouTube. Notamment la youtubeuse Stephanie Sterling, dont on va reparler un peu plus tard. Et au cours des jours qui ont suivi, des gens vont conseiller ce jeu à un youtubeur qui explosait à l'époque, un certain Markiplier. C'est qui Markiplier? Je connais pas. Hello everybody, my name is Markiplier C'est un streamer? and welcome to Five Nights at Freddy's, an indie horror game that you guys suggested en masse, and I saw that Yamimash played it and he said it was really, really good. So I'm very eager to see what is up. 125 millions de vues. « 125 millions de vues, les mecs! 100 putain de 25 millions de vues! What the fuck, man? Oh shit, man. 125 millions de vues. View. Ouais, c'est incroyable. Et évidemment, bon bah ça a lancé un petit phénomène quoi. Ah bah tu m'étonnes. Wesh. Vraiment, vraisemblablement, lorsqu'on lance YouTube, on arrive et on voit que ça dans la liste. Hein. Five Nights at Freddy's, Five Nights at Freddy's, tout le monde demande ça. I've gotten requests for this game more than anything I've ever gotten ever. I've got like 500 requests in the last 2 days to play this Moi je savais pas que ça avait... Enfin, je savais que ça avait pris une ampleur de fou. Mais que tout le monde streamait dessus comme ça. game. C'est incroyable à quel point la sauce est montée vite. Des dizaines d'articles à la sortie du jeu sur Steam, un véritable phénomène sur YouTube. Genre tous les gros youtubeurs se sont mis à faire leurs vidéos sur le jeu, que ce soit pour les youtubeurs horreur de l'époque ou juste les plus gros youtubeurs de la plateforme. PewDiePie, Jacksepticeye, Squeezie, évidemment Markiplier comme on a pu le dire précédemment. Squeezie, je Un savais. truc à propos de ce jeu a capté tout le monde, en tout cas tout le monde sur YouTube. Pourquoi ? Ça c'est une question qui a plusieurs réponses. D'abord, on était encore un peu dans la renaissance du jeu vidéo d'horreur indépendant, qui avait explosé grâce à YouTube autour de 2011 avec des jeux légendaires et visionnaires comme Amnesia, SCP et Slender The 8 Pages. Parmi ces 3 jeux, 2 d'entre eux sont des jeux assez rudimentaires, basés sur des mécaniques de survie face à une menace dure à percevoir dans le noir qui, quand elle vous tue, vous punit avec un jumpscare. Mais ces 3 jeux, ils ont un autre point commun aussi. Ils ont tous un antagoniste mémorable et au design simple. Quand on regarde les fanarts de l'époque sur les ennemis de ces jeux, on se rend compte que les gens n'essayent pas vraiment de les rendre flippants, mais plutôt l'inverse. Ils essayent souvent de rendre du mieux qu'ils peuvent un design pas vraiment attrayant, le plus stylé ou mignon possible. Gardons ça en tête et maintenant parlons d'un film d'horreur qui est sorti exactement la même année que le premier Five Nights at Freddy's et qui est également un des Les gars, j'ai jamais vu un film FNAF. Jamais, jamais, jamais. films d'horreur que Même le dernier, je voulais aller le voir au cinéma, j'ai pas été le voir. Là. j'aime le moins. Annabelle. Parmi les nombreux problèmes du film, Comment ça? il y a le design de la poupée Annabelle. C'est, je trouve, ni mémorable, ni vraiment flippant. C'est un vrai design de tryhard. Maintenant, regardez cette poupée. Cette poupée, c'est la vraie poupée qui a inspiré Annabelle. C'est un design simple, presque un peu mignon, mais qui, avec la rumeur qu'elle serait hantée, devient angoissante. Et c'est encore plus efficace quand elle est plongée dans le noir. FNAF a eu l'idée de jouer sur tous les tableaux possibles. Les personnages sont mignons et mémorables quand ils sont bien éclairés, mais leurs étrangetés et horreurs sont magnifiées par l'obscurité. C'est vrai que c'est... Les gars, c'est choquant. Tu les vois dans le jour, tu dis, oh, c'est un truc d'enfant et tout. Tu les vois, regarde, tu les vois dans le noir, frère. Oh, ça fait flip. La mise en scène. En changeant seulement quelques détails, tu fais passer un design attrayant en un véritable cauchemar. Ça fait de ce jeu un jeu qui fait vraiment peur, tout en restant un véritable aimant à fandom, qui vont très vite se mettre à dessiner ces personnages de toutes les manières possibles. À l'époque, FNAF, c'est le tout premier représentant de ce style, et pour l'époque, ça allait vraiment à l'opposé de ce qui se faisait dans le mainstream. Et chaque animatronique est, à sa manière, vraiment très réussi. Aujourd'hui, beaucoup de gens se sont désensibilisés à force de les voir en boucle. Mais ce premier jeu a vraiment des designs terrifiants. Le moins efficace pour moi, c'est Foxy, que je trouve pas spécialement flippant. Mais Chica qui t'observe depuis la vitre avec toujours la même expression de visage, avec sa mâchoire un peu disloquée. Ou alors quand elle est dans ce scream cauchemardesque. Freddy qui paye Moi, je trouve le plus flippant, c'est Foxy. Hein. pas de mine à la base, mais qui fait bien angoisser le joueur lorsqu'il te regarde directement de face ou quand il faut le chercher dans les caméras dans les nuits les plus difficiles, ce qui n'est pas facile car il est souvent bien caché. Et bien sûr, il y a Bonnie. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ce design en particulier. Je ne sais pas pourquoi,
Tout le monde semble être d'accord avec ça. Mais c'est le design le plus flippant de la série. Je ne sais pas, il y a quelque chose dans son apparence qui dérange profondément dès lors qu'on le met dans l'obscurité. Ah, Au c'est point vrai. que même le créateur C'est vrai qu'il fait flipper. du jeu en a fait des cauchemars. Vraiment, je pense que 80% de la réussite uniquement en termes de popularité du premier jeu tient dans son chara design, qui a su attirer des tonnes de gens dans des miniatures YouTube. Et les 20% restants de la réussite, je pense, c'est la nostalgie. Et nous, c'est ce qui nous manquait en France. Parce qu'en effet, pour les Américains, et les Américains seulement, le concept de Five Nights at Freddy's est loin d'être étranger. C'est en réalité une parodie évidente de la chaîne de restauration Chuck E. Cheese. Une chaîne de pizzeria ciblant les enfants, venant accompagnés de leurs parents et pouvant manger des litres de pizza bas de gamme en jouant sur des bornes d'arcade et des trucs qui sont concrètement des jeux d'argent déguisés pour gosses. Chuck E. Cheese a eu un âge d'or dans les années 70 et au début des années 80, avant de perdre profondément en popularité. Au cours du temps, c'est devenu dans le cœur de plusieurs adultes un souvenir un peu embarrassant, voire un peu flippant. Ouah, c'est flippant quand même, les mecs. C'est flippant. Si on ajoute à ça l'obsession étrange qu'Internet a avec le fait de corrompre tous les repères de l'enfance, ce jeu arrivait à un moment parfait. Il utilise un souvenir flippant dans l'esprit de pas mal d'Américains, il te met dans un contexte enfantin perverti et il te surprend avec certains des plus efficaces jumpscares de l'époque. Le concept a attiré les gens. Mais ce qui les a fait rester, c'était de voir leur youtubeur préféré sauter de peur. Mais c'est pas non plus ça qui les a fait devenir fans. Parce que le phénomène ne s'explique pas que comme ça. Et c'est maintenant que la vidéo va commencer à devenir un peu plus compliquée. Parce qu'en seulement quelques jours, les gens avaient déjà fait le tour de ce premier jeu. Les 5 nuits ont été battues. La 6e nuit, challenge difficile débloqué après avoir fini le jeu, a été battue très vite également. Et après la 6e nuit, vous débloquez même un challenge encore plus difficile, la Custom Night. Une nuit personnalisée où on peut sélectionner la difficulté de chaque animatronique entre 0 et 20. Et bien le challenge 4x20 avec tous les animatroniques à 20, jugé impossible par Scott Cawthon, le créateur du jeu, a été battu pour la première fois, 12 jours seulement après la sortie. Mais c'est des fous, ceux qui mettent le niveau 20. Même ceux qui changent de niveau. C'est déjà très dur avec 0 niveau. Pourquoi vous mettez des niveaux en plus? Vous êtes des malades. Vous aimez bien vous faire du mal, vous aimez bien vous faire peur, c'est comment? Sortie du jeu. Yes! Yes! Oh! Donc oui, le jeu est court et a été assez vite terminé par le grand public. Ce qui a commencé à faire travailler leur imagination. D'abord, pour certains joueurs seulement. Le jeu n'avait pas que 4 animatroniques. Il y en avait en réalité un 5e pour eux. Si vous vous mettez sur cette caméra, vous aurez une chance sur 32 768 que le poster ici affiche une tête de Freddy jaune, voire même dorée. Voici ce qui se passe lorsque vous voyez ce poster. Vous vous retrouvez en face d'un Freddy doré, assis en face de vous, vous observant avec 2 yeux complètement noirs à l'exception d'une pupille blanche dans l'obscurité. Si vous attendez trop longtemps, le jeu crache. Ah ouais? Cette rencontre d'une immense rareté a terrifié des tonnes de joueurs. Et j'ai d'ailleurs eu la chance de tomber dessus du premier coup en live sur ma chaîne Twitch, c'était assez drôle. C'est tellement rare. Golden Freddy, c'est la creepypasta qui se propage facilement. Ça sonne comme quelque chose de faux, et ça a fait se poser une première question aux internautes. D'abord, est-ce qu'il y a d'autres détails cachés dans le jeu? Genre des détails rares et subliminaux? Eh ben, oui. Beaucoup même. Par exemple, cette caméra avec un poster donnant des règles de sécurité, eh bien il peut changer brièvement et montrer plutôt des articles de journaux. Pareil pour ces affiches dans le couloir, celles-ci peuvent extrêmement rarement se changer en ces dessins d'enfants pleurant. Parfois le jeu te montre des hallucinations avec les mots « It's me » apparaissant en images subliminales, mots qui peuvent apparaître également sur le panneau devant la cachette de Foxy ou alors sur les murs du restaurant. Bref, le jeu regorge de détails cachés qui vont inspirer également la création de rumeurs sur le jeu, mais aussi amener Les gars, je crois qu'on va se le faire le jeu. Je crois qu'on va se le faire mercredi, les mecs. Mercredi, j'avais pas d'idée de stream, bah on va se faire FNAF. Ça vous dit, les gars? et les gens à se poser une question. Est-ce que le jeu essaye de nous raconter une histoire? Et là, pause. Comment ça? Comment ça, Fail Up? Pause. Alors, la question de l'histoire racontée par FNAF est importante à poser.
Tout simplement car encore aujourd'hui, personne ne sait vraiment exactement quelle histoire est racontée au cours de cette saga. Moi, je suis pas là pour vraiment vous parler de ça. On va aborder ce sujet, mais on va surtout l'aborder d'un point de vue de son évolution. Comment est-ce qu'on pouvait deviner ce scénario au fur et à mesure qu'il apparaissait? Et ça va être très important pour comprendre la perception qu'ont les gens de cette licence aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que le jeu nous raconte? D'abord, première question qu'on se pose, qui est le joueur? On est un certain Mike Schmidt, comme on peut voir dans notre chèque à la fin de la 5e nuit. Et l'action se passerait le 13 novembre d'une année non nommée. Celui-ci a trouvé ce petit boulot dans une petite annonce de journal et semble rester les 5 nuits malgré le danger mortel. À la fin de la Custom Night, Mike Schmidt se fait licencier pour manque de professionnalisme, altération des animatroniques et parce qu'on pue. Littéralement. Ah, comment ça, on peut? Ensuite, il y a les appels de Phone Guy. Ceux-ci nous permettent de comprendre que l'action se passe dans un restaurant franchisé et que la licence Freddy Fazbear existerait déjà depuis 1 ou 2 dizaines d'années, et qu'on se situerait dans le temps au moins quelques années après 1987, car c'est une date mentionnée comme étant plutôt lointaine. Les messages qu'on reçoit de Phone Guy auraient été enregistrés la semaine précédant notre poste, il essaye constamment de nous rassurer et semble parfois dire des choses assez fausses. Hey, you're doing Incroyable. Comment ça, incroyable? great. Qu'est-ce qui est incroyable, People frérot? don't last this long. I mean, you know, they usually move on to other things by now. I'm not implying that they died. That's not what I meant. L'appel qu'il réalise la 4e En vrai, c'est cool. Je vous ai dit, hein, les gars, Failed Up, il fait des vidéos incroyables. nuit est assez intéressant. Dans celui-ci, il a l'air dans un état de panique. Oh, hey, wow, day 4. I knew you could do it. Hey, listen, I may not be around to send you a message. C'est intéressant. Bah oui, les mecs. On entend distinctement C'est intéressant parce que c'est un jeu qui a marqué tout le monde. C'est un jeu que tout le monde aime. Et là, on sait vraiment... Enfin, on commence à... En fait, c'est une vidéo complètement sur l'histoire de FNAF. De tout en détail. Donc, c'est incroyable, les mecs. Et on va se le faire mercredi. qu'il se fait attaquer par les 4 animatroniques en même temps, et dans ces derniers moments, il nous demande de vérifier ce qu'il y aurait dans les costumes dans l'arrière-salle. Maybe sometime you could check inside those suits in the back room. I always wondered what was in all those Aïe, aïe, aïe. back there. L'appel se termine par ce qui ressemble à la mort de Phone Guy. Et le son du jumpscare de Golden Freddy. La 5e nuit, du coup, au lieu d'un appel de Phone Guy, on a une sorte d'audio déformé et étrange. C'est quoi ça? Un truc intéressant qu'on voit beaucoup dans le jeu, c'est que les animatroniques autour de nous, et dans le 4e message de Phone Guy, sont très agressifs. Ce comportement n'est pas conforme à la politique de fonctionnalité. Dans ce live pendant 10 minutes, motif, contenu, produit, consulte, directive sur la monétisation de live pour en savoir plus. Comment ça, frère? Attendez les mecs. Ah, TikTok, vous commencez à casser les couilles, frère. Je crois que je vais plus lancer de live, frère. Enfin, je vais plus lancer de live sur TikTok, les gars. Chaque fois, frère, y a des trucs, ma gueule, tu comprends pas, frère. Bref. Ne semblent pas vraiment agir comme des sortes de robots. D'abord, l'explication que ceci prendrait le joueur comme un endosquelette ne fait pas vraiment sens, car on peut en voir un dans l'arrière-salle, au milieu des costumes inutilisés, et qu'on peut voir parfois Bonnie à côté. C'est mieux Kik et YouTube. Alors Kik, j'irai jamais, parce que déjà Kik, les mecs, c'est vraiment ceux qui partent à la dérive pour moi, désolé, hein. Ceux qui streament sur Kik, pardon, parce que vous voulez. Et YouTube, ouais, pourquoi pas, mais le problème c'est que si je live sur YouTube... Et Twitch, ça va me demander trop de trucs. Et le PC, je pense, il n'est pas assez puissant. De celui-ci sans qu'il n'agisse pour autant. autant. Oh merde, attendez, Clairement, je vous ai pas mis la scène, attendez. Hop. Quelque chose d'autre visé, et qu'on peut voir parfois Bonnie à côté de celui-ci sans qu'il n'agisse pour autant. Clairement, quelque chose d'autre meut ses mascottes. Et pour savoir ce que c'est, il faut utiliser ces easter eggs, où 4 articles de journaux apparaissent sur le mur de cette caméra. Ceux-ci peuvent être ordonnés de manière logique dans le temps, et dépeignent un peu le passé trouble de cette franchise. Les 2 premiers parlent de la disparition de 5 enfants à Freddy's la nuit du 26 juin d'une année non précisée, attirés par un homme mal intentionné vers l'arrière-salle du restaurant, se déguisant avec un des costumes pour les appâter. L'homme en question aurait été arrêté par la police, menant la chute libre du restaurant en réputation, et s'est appuyé par le 3e article où on apprend que celui-ci est menacé de fermeture pour des raisons sanitaires. Des odeurs insoutenables sortant des mascottes auraient été signalées, et la police aurait retrouvé des traces de sang et de mucus autour des yeux et des bouches des animatroniques. Cette mauvaise presse finira par amener à la prévue fermeture du restaurant,
à la fin de l'année. Alors déjà, cet événement des 5 enfants disparus, c'est un point très important du lore de FNAF. Il est régulièrement appelé le MCI, ou Missing Children Incident. Tout ce qu'on sait de plus sur cet événement, c'est qu'il serait arrivé plusieurs années avant les événements dépeints dans ce premier jeu, comme c'est indiqué juste ici. C'est quoi les logos que vous mettez, les mecs? Eh mais il y a un gif de... C'est les gifs de combien, ça? C'est les gifs de combien, ça? Comment ça se fait que vous avez les gifs de combien, les gars? Je pense que vous aurez également fait le lien entre les 5 enfants disparus et les 4 animatroniques, ainsi que Golden Freddy. Tout le contexte semble nous indiquer que les corps des enfants disparus jamais retrouvés auraient été insérés de force dans les mascottes, ce qui expliquerait notamment l'odeur, le mucus. Je suis sub chez lui. Ah ouais? Et moi, tu t'as même pas pris un sub? Ok. Et le sang. Ça semble nous indiquer également que l'esprit de ces enfants entrait les endosquelettes. Ah, c'est bien donné de la force. Et plus généralement le restaurant, comme semble indiquer l'easter egg où les affiches du couloir montrent une image d'enfant qui pleure. Ceux-ci essaieraient de nous tuer car ils voient en nous un employé et que c'est un employé du restaurant qui les a tués. Ensuite, pour comprendre ce qu'est Golden Freddy concrètement, il faut se fier à un détail. Non, mais frère, je suis un rat. Oh, c'est des ouf. Le Sky, c'était vraiment un ouf. Sub un peu, frère. Donné par Funguy, où il nous conseille de faire le mort si on croise un animatronique. Il utilise le terme « go limp », c'est-à-dire de s'étaler lourdement comme un corps sans vie. Donc, Golden Freddy est un costume vide, comme s'il avait été une mascotte utilisée à une époque, puis retirée après une tragédie peut-être. Et si on va sur l'écran de la Custom Night et qu'on écrit 1987 avec le niveau des IA, on obtient un screamer de Golden Freddy qui fait cracher le jeu. Donc peut-être. Wesh Red, ça va ou quoi mon ref? Que Golden Freddy serait un bon candidat pour le responsable de la morsure de 1987. Voilà le gros de l'histoire du jeu. C'est plein de petites incohérences, de trous, de trucs un peu invraisemblables, mais c'est quand même diablement efficace. Et ça, c'est que mon interprétation à moi. Parce que les gens sont allés beaucoup... Tranquille et toi? Bah tranquille les mecs, hein. On a débrief un peu sur mon vlog de Paris ce week-end. C'était incroyable d'ailleurs. Je sais pas si t'as vu le live IRL Red sur Paris à Châtelet. C'était incroyable. Mais moi du BBL là. Ah, BBL bientôt les frères. Bientôt on se fait du T-slash. Bientôt on se fait du T-slash les mecs. Que oui, hein, les gens ils voulaient toujours plus. Il y a eu 1000 théories sur la morsure de 1987. Il y a des gens sur Steam qui ont calculé que le jeu devrait se passer en 1993 en regardant la quantité d'argent qu'on gagne à la fin du jeu, en comparant avec le SMIC horaire aux US et le fait que ça ferait tomber le jeu sur un vendredi 13. Il y a eu des théories sur les hallucinations faisant apparaître le mot It's Me sur l'écran, donc qui indiquerait qu'on serait peut-être responsable. What is que flaco? C'est des ouf. Bientôt, il y a du T-slash, là, on va réacter à plein de T-slash, les mecs, donc il va falloir être prêt. Je pense samedi, les mecs, au React Snap, t'avais bien rigolé. Ouais, mais là on continue. Failed Up, c'est incroyable, les mecs, hein. Je sais pas pourquoi vous voulez qu'on change. Failed Up, c'est incroyable, les mecs. Il fait des vidéos bangers, surtout, c'est sur FNAF et tout, c'est incroyable, les gars, moi je kiffe, là. Moi je kiffe, c'est juste que c'est pas drôle, c'est moins drôle que d'habitude, mais... Des fois, ça fait du bien, des réacts comme ça, où on se pose, on regarde un truc, les gars. Et samedi, on réacte à du T-slash, les frères. Samedi, les mecs. Samedi, réact T-slash. Et samedi, à 13h30, il y a la rediff du live IRL à Châtelet qui sort, les gars. Sur ma chaîne principale YouTube. Donc voilà, les gars. Au moins, vous êtes au courant. Et samedi prochain, il y a le vlog Paris qui sort. Il y a eu des théories. J'ai vu le concept, moi. Je veux le concept, moi. Je viens avec tonton. Bah frérot, le concept faudra le faire, mais ça coûte c'est un budget frérot, Sur les rêves, des cauchemars, des purgatoires, il y a eu des théories et spéculations sur chaque élément du jeu. Vous auriez dû voir ça à l'époque. C'était juste de plus en plus fort chaque semaine qui passait. MattPat de la chaîne Game Theory va faire sa première vidéo sur le sujet, liant un peu l'histoire du jeu à une vraie tragédie qui s'est passée, ce qui est en rétrospective d'être très mauvais goût en fait. Et sa vidéo va exploser également et faire se pencher des millions de gens sur l'histoire cachée du jeu et surtout démarrer un lien indissociable entre sa chaîne et la saga. Étant donné qu'à ce jour, plus d'une centaine de vidéos ont été postées sur les différentes chaînes appartenant à MattPat. Encore plus de youtubeurs vont jouer au jeu. Notamment lui. Alors j'ai découvert FNAF quand et comment, c'était grâce au site GameJolt. Voilà, je squattais dessus à l'époque. Les youtubeurs de l'époque, ils chopaient plein de jeux sur ces sites-là. Plein de petits jeux gratuits justement à essayer. Il était mis en avant par le site. Et voilà, je suis téléchargé. C'est qui lui? On va essayer. Et voilà.
Lui, c'est Funky Fouine, la première Ah personne bah, merci, fais le up. en France qui a fait un let's play de Five Nights at Freddy's et qui est également devenu connu dans la communauté à l'époque pour ses vidéos théories sur le sujet. À l'époque, j'étais vraiment en plus à fond dans les jeux d'horreur et puis tout ça. Je trouvais le concept novateur. C'était un renouveau pour le point and click, un truc que j'avais encore jamais joué, tu vois, on va dire. Une espèce de point and click timé, on va dire, où il faut carrément que tu réagisses en conséquence de ce qui se passe, quoi. Tout le truc, j'ai trouvé tout de suite bien réussi, que ce soit l'ambiance, les sons, les images. Je l'ai interviewé pour cette vidéo et à des moments, quand je trouverai que c'est pertinent, je mettrai des éléments de cette interview. Il fait encore des vidéos sur YouTube, c'est du YouTube à l'ancienne, et il fait également du stream sur Twitch. Il y a également à cette période-là The Living Tombstone qui va sortir la première d'une série de musique basée sur l'univers de chaque jeu, des sortes d'ultimes bangers de mauvais goût dont les gens de ma génération connaissent les paroles absolument par cœur. Le phénomène était absolument démentiel. En France, on a pu... Ça fait 3 jours que j'ai pas stream, moi. Red, va sur le Discord et va commencer à mettre vos histoires avant le 13 février, les mecs. Hein. Commencez à mettre vos histoires avant le 13 février sur le Discord, les gars, sur la rubrique Saint-Valentin. Hein. Parce que ça arrive vite, les gars. Ça arrive vite et va falloir passer. Hein, si vous voulez passer, les mecs. Va falloir y aller, les mecs, vous avez capté? Assez peu l'expérimenter en comparaison. Mais FNAF, c'était là. Et en vrai, c'était pas sûr de savoir si ça allait rester. Et comment ça se passait du côté de Scott Cawthon, le seul et unique développeur du jeu? On va faire à l'oral, on laisse la surprise. Ok, mais le 13 février, va falloir être là alors. Inconnu. Va falloir être sur le Discord à ce moment-là, quoi. Bataillon auparavant. Bah pour l'instant. Ou alors mettez juste un message pour que je sache que vous êtes là. Mettez juste un message, je serai là, je raconte mon histoire en voc. Mettez au moins le message là. Bah on savait pas. Déjà prévu MDR, incroyable. Le mec est très discret et même s'il montre beaucoup de gratitude envers les gens qui jouent à son jeu. Attendez, j'envoie un petit message à Cory. Je sais pas si elle sera là, les mecs. Je sais pas si elle pourra. Hein. Je vous mens pas. J'envoie un petit message à Cory, les gars. Au moins, j'oublie pas. Hello, miss. Alors, ça te dit. Ça va être très drôle. Live spécial Saint-Valentin. Nous deux, on va réagir aux histoires des personnes. S'il y a dans le chat qui veulent passer une Saint-Valentin dispo. Ah, c'est un ouf, Red. Reste dans son coin. Et notre histoire va commencer à devenir beaucoup plus... Par contre, Red, si vous avez des potes à vous, etc., donnez-leur leur Discord et dites de mettre leur histoire, les mecs. Intéressante à partir de maintenant. Parce qu'à la surprise de quasiment tout le monde, le 13 septembre 2014, il y a eu un changement sur le site scottgames.com, le site du développeur du jeu, Scott Cawthon. Une image de Freddy tenant son chapeau. C'est étrange, c'est un autre modèle que le Freddy du premier jeu. Peut-être que c'est lié avec le gros 2 juste à côté là ? Oui, un mois seulement après la sortie du premier jeu, la suite était déjà annoncée et devait sortir pour l'année suivante. Je vais sortir. Chapitre 2, maintenir le phénomène. Un mois seulement après la sortie du premier jeu, la suite était déjà annoncée et devait sortir pour l'année suivante. Wesh. Ça sent bizarre, non ? Eh ben, pas mal de gens étaient d'accord avec ça. Même dans les fans du premier jeu, l'idée d'une annonce aussi rapide d'une suite ressemblait un peu à une décision pécuniaire, pour faire le maximum de profit à partir de ce petit jeu. Peut-être pour pallier au manque de rejouabilité de celui-ci et le fait que les gens commençaient un peu à se lasser. Mais bon, ça sort dans 1 an,
C'est pas non plus irréaliste comme deadline. Les gens vont remarquer que le modèle de Freddy avait l'air abîmé et remarquer le sous-titre « Grande réouverture » indiquant que le jeu serait une suite se passant plusieurs années après le premier. Et puis, 2 semaines après, nouvelle image sur le site. Cette fois-ci, on voit un modèle complètement détruit de Bonnie, mis à côté d'un modèle beaucoup plus poli et moderne avec les phrases « quelque chose d'emprunté » et « quelque chose de neuf ». Pareil, réaction positive, mais avec un peu d'appréhension. Autant cet animatronique avait l'air plutôt flippant, ce nouveau modèle-là, par contre, a beaucoup divisé. Et si vous voulez mon avis, je trouve ce design un peu naze. Voilà, je suis pas fan, vraiment. Et encore une fois, à peine 9 jours passent avant la sortie d'une nouvelle image, montrant Foxy à côté d'une autre version de celui-ci, plus kid-friendly. Instantanément, les gens font le lien entre les images et imaginent qu'il y aura un nouveau cast d'animatronique avec une esthétique modernisée et plastique. Puis, quelques jours plus tard, il y eut cette image. Elle nous montre dans un nouveau bureau, portant un masque d'animatronique vide et éclairant une zone sombre dans laquelle se cache une version décrépite de Foxy. À peine la communauté a-t-elle eu le temps de spéculer sur Foxy, c'est celui qui me fait le plus flipper, les mecs. Comment pouvaient fonctionner ces mécaniques qu'on a déjà eu un trailer pour le jeu. Un trailer ? Le jeu était censé sortir en 2015. Ça fait vraiment beaucoup de contenu promotionnel pour un jeu qui n'allait pas sortir avant au moins 2 mois. Et ce trailer, il était efficace pour l'époque. Il nous montrait des designs complètement détruits du cast originel, ainsi que des plans sur ces fameux nouveaux animatroniques dont on va reparler très vite, et surtout la présence d'une nouvelle map, plus grande, dans un restaurant redesigné, et l'étrange mention de l'absence de porte, nous mettant donc encore plus en danger. Le jeu est soumis à l'initiative Steam Greenlight, qui permettait à l'époque de faire accepter des jeux de petits développeurs sur Steam à partir d'un système de vote, et c'était notamment comme ça que le premier jeu avait réussi à se retrouver sur la plateforme, et la sortie de celui-ci est prévue pour le 25 décembre 2014. 2014 ? Donc Putain, mais ça date de fou, FNAF en vrai. Hein. Le jeu est presque fini là, ça veut dire. Un peu plus de 2 mois après le premier jeu ? C'est long de faire un jeu normalement. Et à peine les gens ont le temps d'être hypés, de faire des théories ou d'être sceptiques, nouvelle image sur le site de Scott, le 8 novembre. Une image complètement sombre avec juste une caméra et un panneau danger juste à côté. Et si on augmente la luminosité de l'image, on se trouve en face de cette marionnette flippante, dans une pièce très peu éclairée. Une démo du jeu sort sur Steam et... Attends. Le jeu est déjà sorti ? Quoi ? On n'en parle pas ? Ouais, je suis au taquet, hein. Le jeu est déjà sorti, là ? À l'époque de la sortie de FNAF 2, j'avais 12 ans. Ouais, je fais le dep. C'est comment, mon gars ? C'est comment fail up? J'étais pas bien malin, mais je savais déjà à 12 ans que 3 mois pour faire un jeu. Oui, t'étais pas bien malin. Frérot, t'avais l'air d'être une tête quand même. C'est vraiment très très peu. Surtout qu'un jeu, faut le tester, faut être sûr qu'il fonctionne, faut créer tous les assets de celui-ci. La décision de sortir FNAF 2 aussitôt, c'est une décision très curieuse. Là encore, je l'ai pas vu négativement, tu vois. J'ai dû quand même me poser un peu la question. Oula, attends, il sort son truc aussi vite. Est-ce que voilà, ça va pas être buggé? Est-ce que c'est bien fini tout ça, quoi? T'allumes YouTube et t'as je ne sais combien de miniatures de FNAF 2 et là, quoi. Pour chaque jeu à partir de maintenant, on va se poser 3 questions. Comment le jeu se joue pour un nouveau joueur? Comment la communauté a réagi au jeu? Et enfin, quelle histoire le jeu essaye de nous raconter? Commençons par le début. Fut un temps, je détestais Five Nights at Freddy's 2. Ah bon? Première réaction bancale. Tout commence au lancement de la première partie. Quand on lance le jeu, on est accueilli par un nouveau Fun Guy. Hello and welcome to your new summer job at the new and improved Freddy Fazbear's Pizza. Qui était censé être mort dans le jeu précédent, ce qui est bizarre. Celui-ci nous explique qu'on est dans le ouais, je capte pas là du coup. Nouveau et amélioré restaurant Freddy Fazbear Pizza. Il nous demande d'oublier toutes les rumeurs sur le précédent et nous présente les nouveaux animatroniques. Ceux-ci sont appelés les Toy Animatronics, les animatroniques jouets. Et ils sont à l'effigie de Bonnie, Chica et Freddy. Ceux-ci sont plus modernes et réussis et possèdent un système de reconnaissance faciale lié à une base de données criminelle pour reconnaître d'éventuels prédateurs. Ils se déplacent la nuit et t'attaquent car ils pensent que tu es un endosquelette nu comme dans le premier jeu. Mais comme on n'a pas de porte dans notre bureau, cette fois, on doit mettre un masque si jamais ils arrivent dans une des 2 ventilations de notre bureau. Ce après quoi ils font un bruit indiquant leur départ. Ah, c'est pour ça que dans la vidéo de Bylan, il devait mettre le masque. On a également à disposition une lampe torche qu'on peut utiliser pour éclairer le couloir en face de nous, ou alors éclairer les caméras. Et évidemment, celle-ci n'a pas une batterie illimitée. Alors, avant de parler un peu plus des mécaniques, parlons d'un truc important. Je trouve FNAF 2 pas très beau. Genre la première impression que j'ai eue à 12 ans, c'était que c'était rushé. Je trouve le look de l'endroit hyper
Faux, j'ai pas beaucoup d'autres mots. Le premier jeu possédait une atmosphère incroyable. Là, dès qu'on allume la lampe torche, ça devient pas très flippant quoi. Je trouve surtout que les toys animatronics ne font pas peur. Sur les caméras, j'ai juste l'impression de voir des jouets en plastique et ça m'inspire pas spécialement de l'horreur. Même Chica qui perd son bec dès qu'elle C'est vrai que ça fait pas si peur. quitte la scène ne fait pas spécialement peur. C'est déjà plus intéressant comme design, mais on n'y est toujours pas. Le jeu possède beaucoup plus d'animatroniques que le premier, 10 en tout. Dès la deuxième nuit, on a accès à ce que la communauté a appelé les Withered Animatronics, au premier abord des versions décrépites des animatroniques du premier jeu, stockées dans une pièce appelée Parts and Services, Ah si, lui, il fait flipper quand même. où ils sont utilisés pour recycler des parties de leur système. Ceux-ci, lorsqu'ils entrent dans votre bureau, baissent votre caméra, et vous devez au plus vite mettre votre masque pour qu'ils s'en aillent. Si vous êtes ne serait-ce qu'un peu trop lent, ils vous sauteront dessus. Alors, on a plusieurs autres animatroniques qui ont eu des comportements légèrement uniques. Mangle, par exemple, la fameuse nouvelle version de Foxy, qui a été rapiécée par des enfants jouant avec, qui se repère à son son. Et qui, une fois dans votre bureau, aura un pourcentage de chance, chaque seconde, de vous tuer. Il y a également Foxy qui se trouvera toujours au fond du couloir juste en face de vous, et il faut l'éclairer pour le faire fuir, et ça devient particulièrement difficile à gérer dans les nuits les plus difficiles du jeu. Et enfin, on a Balloon Boy, ce truc-là avec des ballons dans cette caméra, qui parfois s'en ira pour essayer de se mettre dans le bureau, et qui vous retire votre lampe torche si vous échouez à cette mission. Il vous tue pas directement, certes, mais sans lampe torche, Foxy vous tue instantanément. Il y a aussi l'apparition lors de la 6ème nuit débloquée à la fin du jeu de Golden Freddy comme antagoniste qui a un fonctionnement légèrement différent du reste. Mais pour moi, pendant très longtemps, le problème de ce jeu tenait dans une seule et unique mécanique. Comme je vous l'ai dit, je trouve les caméras du jeu vraiment pas belles. Mais c'est pas trop un problème car je pense les avoir vues chacune à tout casser au moins 4 fois au cours de toutes mes parties de jeu. Le gameplay de FNAF 2 dans cet état-là peut facilement être joué sans utiliser les caméras car la plupart des événements qui peuvent te tuer ne peuvent se passer que quand ta caméra est activée. Donc du coup, pour te forcer à l'utiliser, Scott a rajouté la mécanique de la boîte à musique. Sur la cam 11, vous devez en tout temps maintenir cette jauge le plus haut possible. Sinon, une marionnette sort de cette boîte et vous tue. Donc, vous devez constamment rembobiner la boîte à musique tout le temps. Il est très fort le créateur du jeu. Il pense à tous les mecs. Il est très fort, très fort, très fort. Et cette jauge s'épuise très très vite au bout de 3-4 nuits. Donc vous n'utilisez plus jamais les caméras à partir de ce moment-là. Et le gameplay devient profondément répétitif visuellement. Mais aussi le jeu, il devient assez injuste. Le jeu est rempli de variables aléatoires qui, dans les nuits les plus dures, garantissent à un joueur ne connaissant pas le fonctionnement profond du jeu de mourir instantanément. Les seuls défis qui restent finalement, c'est des trucs qui dépendent de la chance plus que du skill finalement. Et ça, ça me saoule. Je vais pas aller en détail, mais le jeu peut vraiment devenir frustrant. Oh putain! Il est devenu imbuvable pour moi le jeu maintenant. J'en peux plus, tu vois. Il m'a saoulé. En vrai, là, on dirait que je déteste ce jeu en m'entendant. Mais ce dont je vous parle ici, c'est de mes premières impressions. J'étais persuadé que j'allais détester ce jeu en y rejouant. Mais en vrai, il fait beaucoup de choses très très bien. D'abord, niveau visuel, comme j'ai dit, c'est pas trop ça. Les jumpscares sont significativement moins travaillés, le restaurant fait cheap et quand Mangle apparaît sur une caméra sous la forme d'un PNG collé à l'image, ça devient particulièrement laid. Le jeu en général respire le travail un poil rushé, mais il y a quand même des designs que je trouve très efficaces. Je trouve l'idée de Mangle plutôt sympa. Withered Chica est vraiment cauchemardesque, pareil pour Withered Bonnie. La marionnette dans ses quelques rendus 3D est plutôt badante, bref, niveau chara-design, c'est pas du réchauffé. Il y a plein de nouvelles idées, bien que pour certains, ce soit assez mal fichu à mon humble avis. Ensuite, d'un point de vue gameplay, certes les caméras servent à rien et le jeu est profondément injuste, mais c'est également un des gameplays les plus nerveux et dynamiques de la saga. Déjà, avec ce jeu, on s'éloigne de l'horreur du premier jeu pour surtout créer une expérience de stress très efficace. Quand tu connais mal le jeu, tu es vraiment très très tendu et c'est étonnamment plutôt dynamique et fun à jouer dans les niveaux les plus difficiles. Ça a amené quelque part un autre style de peur. Du coup, t'étais vraiment dans le stress de il faut faire ci, il faut faire ça, faut machin, faut bidule, plus que le 1 en tout cas. Maintenant, en ce qui concerne l'audio du jeu, j'ai d'abord trouvé ça beaucoup moins immersif. Mais en y réfléchissant, il se passe tellement de choses dans le jeu que c'était important que l'atmosphère ne soit pas parasitée constamment. Néanmoins, malgré ses limitations au niveau de l'atmosphère, le jeu garde un sound design qui est parmi les plus iconiques de la saga. Il y a aucun jeu dans la saga qui sonne vraiment comme FNAF 2. Certains sons sont devenus iconiques, comme le bruit de radio qui émane de Mangle, le bruit des ventilations qui vont dans tous les sens, le bruit de la music box qui est vraiment stressante et qui est là juste pour fatiguer ton oreille, ou encore ce son.
Elle est une défecte. Ce son qui maintenant est devenu un mème, c'est le son qui se joue lorsqu'un animatronique est présent juste en face de vous, ou en général quand vous êtes en danger. Je le trouve en jeu assez marquant et assez subtil pour qu'on ne le remarque pas, mais qu'il ait quand même un effet sur notre psyché. Et surtout, le jeu s'amuse de plus en plus avec son histoire. Rien que la première fois où le jeu est lancé, plutôt que d'avoir un écran titre, tu te retrouves en face de ça. Une cinématique semi-interactive dans le restaurant du premier jeu, avec un masque de Freddy sur la tête à côté de Bonnie et Chica. Wesh. L'idée est terriblement efficace et c'est extrêmement marquant pour un premier joueur. Ce genre de cinématiques mini-jeux reviennent régulièrement au cours de la semaine fictive du jeu avant plusieurs nuits clés de l'histoire. Mais c'est pas ces mini-jeux en particulier qui sont connus. Imaginez-vous en train de jouer une partie de FNAF 2 classique et mourir car vous avez laissé Balloon Boy entrer dans votre bureau. Et à ce moment-là, jumpscare. Et au lieu de revenir à l'écran... Vas-y, Find Up, tu le dis à la dernière minute, frère. Tu le dis à la dernière minute, s'il te plaît. Préviens comme tout à l'heure, là. Écran d'accueil, il se passe ça. Vous vous retrouvez dans une sorte de mini-jeu angoissant, au graphisme rappelant le système d'exploitation MS-DOS. En fond, vous pouvez entendre une voix distordue épeler des lettres. Vous vous déplacez dans un restaurant Freddy Fazbear où des cadavres semblent avoir été éparpillés dans certaines pièces. Et au bout d'un moment, vous finissez par mourir sans explication. Il existe plusieurs mini-jeux de ce type et ils sont une excellente addition au jeu parce qu'ils ajoutent du... La vidéo, moi après le stream, vous savez ce que je vais faire? Je vais me regarder la vidéo de FNAF de Baylan, frère. Ça y est, je suis à fond FNAF là. Alors très intéressant que d'un point de vue visuel ils sont extrêmement marquants et aussi car ils jouent sur une des forces de ce jeu. Le jeu est rempli à ras-bord de détails extrêmement rares. Par exemple, vous avez une chance sur 16 384 que cette figure de Toy Bonnie obscure, appelée Shadow Bonnie, apparaisse dans votre bureau. Celui-ci ne fait rien à part cracher votre jeu au bout de 4 secondes. Alors j'ai oublié de le préciser à ce moment-là, mais Shadow Bonnie c'est un nom qui a été donné par la communauté. Parce que le vrai nom de ce truc c'est RWQFSFASXC. Donc vous comprenez pourquoi j'ai décidé de l'appeler Shadow Bonnie. Pareil, sur cette caméra, vous avez une chance sur 10, si aucun animatronique n'est dans la pièce, que le surnommé Shadow Freddy apparaisse. Et ça m'est déjà arrivé d'en voir ce genre d'événement, alors que c'est très rare. Genre par exemple, il m'est arrivé alors que j'allais me faire tuer par la marionnette, de voir cet endosquelette en face de la boîte à musique. Il y a des tonnes de détails de ce type qui sont parsemés dans le jeu, qui lui donnent un peu plus de profondeur, mais également, ces détails n'existent pas forcément pour que le joueur lambda les remarque, mais ils existent pour qu'une rare personne tombant dessus le partage. Ça crée de la discussion et surtout, ça crée des mythes et des rumeurs. Un truc un peu dommage avec l'apparition d'internet et la démocratisation des méthodes pour décompiler les jeux, c'est que les jeux Pokémon n'ont presque Mario plus de rumeurs, sauf avec de rares exceptions comme les jeux Rockstar Games ou certains jeux comme Minecraft. FNAF possède depuis le premier jeu des tonnes de rumeurs parce que le design du jeu et la rareté de certains événements amènent naturellement à de la spéculation. Par exemple, dans le premier jeu, il y avait des rumeurs liées à l'existence d'un 6e animatronique, Sparky the Dog, Sparky le chien, qui pouvait apparaître dans l'arrière-salle. Et le truc, c'est que beaucoup de gens y ont cru, jusqu'à ce que les créateurs de ce hoax, les dénommés Cody Aber et Newen, révèlent qu'il s'agissait d'un photomontage. Il y avait également des canulars sur le fait que mettre 0666 dans la Custom Night permettait de voir la caméra de la cuisine. Il y a eu plein de trucs absurdes et FNAF 2 est un des jeux qui en a le plus bénéficié. Et c'est un bon moyen de faire une transition vers la question de la réception du jeu par sa communauté. Ce jeu a très bien marché et c'est à ce moment-là pour la plupart des gens que le truc a vraiment explosé. C'était plus une mode passagère. Là, FNAF était là et c'était pour rester. La communauté autour du jeu était plus forte que jamais. La multiplication des animatroniques, on a quand même doublé la quantité, je vous rappelle, a permis... Très chaud FNAF, très chaud. Le mec qui a le brevet, frère. Plein aux as aujourd'hui, oui. D'attirer différents autres joueurs en jouant sur des esthétiques différentes. Le gameplay était beaucoup plus nerveux, ce qui avait tendance à provoquer des réactions encore plus fortes chez les let's players. Ah putain! Et sur... les gars, si on fait ça mercredi là, je vais me chier dessus les frères. Le jeu avait une histoire beaucoup plus claire. Les vidéos de Game Theory sur le jeu ont énormément impacté le public, rendant son lore indissociable de son attrait. Au point que la musique de Living Tombstone sur le jeu s'inspire directement du lore raconté à travers les mini-jeux de Game Over, jusque dans le style de son clip et dans ses paroles. Il y a eu à cette période-là l'arrivée des premiers youtubeurs entièrement dédiés à FNAF. Par exemple, l'un peu oublié Smike et le légendaire Doko, qui encore aujourd'hui dédie quasiment l'intégralité de son contenu à ses jeux et à ses fangames. En ce qui concerne les fangames, on va pas trop en parler dans cette vidéo, mais c'est un game qui a toujours été
était extrêmement présent. Dès le premier jeu, il y a eu une scène de jeu de fans brillants et aussi moins brillants qui a commencé à pulluler sur GameJolt et Itch.io. Et le truc cool, c'est que Scott Cawthon, cet engouement de la communauté, il n'a rien fait d'autre que de l'encourager. Que ce soit à travers des commentaires sur des vidéos de gens jouant au jeu, en interagissant avec sa communauté sur Steam, mais surtout en autorisant l'intégralité du contenu dérivé, ou du moins en ne l'interdisant jamais. Il y a notamment eu des additions au jeu qui viennent uniquement de la communauté. Par exemple, Golden Freddy dans le premier jeu n'avait pas de nom, mais était nommé dans les fichiers du jeu Yellow Bear ou Ours Jaune. Et comme toute la communauté a décidé d'appeler celui-ci Golden Freddy, après le Failed up. La couleur là, ça vous fait pas penser quelque chose? Oui. Yellow Bear ou Ours Jaune. Et comme toute la communauté a décidé d'appeler celui-ci Golden Freddy, après que Markiplier l'ait appelé ainsi dans le titre d'une de ses vidéos, Scott Cawthon a décidé de le renommer comme ça dans la Custom Night de FNAF 2, comme pour montrer qu'il était à l'écoute des gens. Tout ça va contribuer à donner une excellente image à ce développeur sur internet. Mais également, ce jeu... Putain les mecs, attendez. Désolé, je suis obligé, putain. Le jeu a quand même souffert de critiques. Globalement, la critique pro était plutôt moyenne, et c'est la première fois qu'il y a eu une scission entre les fans de la licence et le grand public. La plupart des gens voyaient ce jeu d'un mauvais œil, trouvaient qu'il s'agissait d'un jeu au style beaucoup moins adulte que le premier et commençaient à voir la communauté du jeu comme un attroupement d'enfants adulant un jeu bâclé à la va-vite en 3 mois. Aucun des deux groupes n'a vraiment raison. Je trouve FNAF 2 bancal, mais intéressant. Je trouve l'idée de l'avoir sorti aussi vite dommageable pour le jeu, mais en même temps c'est un coup de génie parce que ça a permis de faire perdurer le nom de la licence pendant des années. Et j'ai l'impression que globalement, la plupart des gens qui adulent ce jeu aveuglement et la plupart des gens qui le détestent viscéralement n'ont probablement pas joué au jeu. Après, en SAR, qui déteste FNAF, les mecs? Qui déteste FNAF? Jeu plus de 10 minutes. C'est un jeu intéressant, c'est un peu tout ce que je peux dire. Et maintenant, on se repose à nouveau la question, quelle histoire est-ce que ce jeu essaye de nous raconter? Cette fois-ci, cette question elle est beaucoup plus compliquée et surtout plus confuse. Mais déjà à l'époque, les gens avaient l'impression que ces ajouts étaient là pour nous faire nous poser plus de questions, pas pour répondre à celles qui étaient déjà présentes. Alors, premier élément important, le jeu n'est pas une suite. Il s'appelle FNAF 2, mais il est admis par tout le monde qu'il s'agit d'un préquel. Et donc toutes ces histoires de grandes réouvertures, d'animatroniques détruits provenant du premier jeu, etc., tout ça, c'est uniquement une énorme subversion des attentes. C'est donc pour ça que les Withered Animatronics n'ont pas exactement le look des premiers jeux. Ils sont vraiment différents. Ils viennent d'un restaurant bien avant dans la timeline. Le jeu se passe en fait, comme le montre l'échec quand on gagne les nuits 5 et 6, en novembre 1987, soit la même année que la fameuse morsure de 1987. Donc pour faire sens un peu de la timeline des jeux, on va écouter ce que nous dit Funguy au cours de la semaine. D'abord, on apprend que ce restaurant réouvre après des controverses et des rumeurs que la compagnie visiblement essaye de passer le maximum sous silence. Some people still have a somewhat negative impression of the company. That old restaurant was kind of left to rot for quite a while. On connaît donc pour l'instant 3 restaurants Freddy's dans l'histoire. Celui avant FNAF 2, celui de FNAF 2 et celui du premier jeu. Au cours des nuits, Funguy, comme dans le premier jeu, donne des indices aux joueurs sur le gameplay. Mais il donne aussi 2-3 informations. Il dit de Foxy que c'est son animatronique favori et dit par contre qu'il n'aime pas la marionnette, car selon lui, elle est toujours en train de penser. I'll be honest, I never liked that puppet thing. It's always thinking, and it can go anywhere. Au bout de la nuit 4, on apprend qu'il y a une enquête qui a été lancée visant le restaurant et qu'il risque de fermer pendant quelques jours. I want to emphasize though that it's really just a precaution. Fazbear Entertainment denies any wrongdoing. These things happen sometimes. On apprend également que depuis cette enquête, les Toy Animatronics agissent étrangement avec les adultes. Quand ils sont en contact avec des enfants, ils sont parfaitement normaux. Mais pour les adultes, They just stare. la nuit 5, on apprend un peu plus à propos de cette enquête. Cette nuit-là, le bâtiment est en quarantaine. Personne n'a le droit d'entrer et ce serait lié à un précédent employé de la firme. On apprend également qu'à la fin de cette nuit-là, il nous sera offert une position en tant qu'employé pendant la journée, car The position just became available. on apprend également qu'il y a très longtemps, le restaurant ne s'appelait pas Freddy Fazbear Pizza, mais Fredbear Family Diner, et que le gérant de cette chaîne de restaurants est maintenant impossible à contacter. Avant de vous parler de la nuit 6 et de l'appel de Funguy de cette nuit-là, on va revenir sur quelques petits détails. Parlons d'abord des mini-jeux de Game Over. Il y en a en tout 4. Le premier, Take Cake to the Children, vous fait jouer Freddy dans un minuscule restaurant, devant donner du gâteau à des enfants lorsque ceux-ci sont énervés. À l'extérieur, on voit un enfant pleurer, puis une scène se joue où une voiture s'arrête à côté de l'enfant. Un étrange homme de couleur violette sort de celle-ci et l'assassine.
Pendant ce temps-là, notre personnage ralentit considérablement jusqu'à ne plus bouger. Le tout se termine avec un jumpscare de la marionnette. Pendant tout le mini-jeu, une voix épelle des lettres disant « Save him ». Sauve-le. Le deuxième mini-jeu s'appelle Foxy Go 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 et vous fait jouer Foxy sortant de sa baie des pirates pour aller voir 5 enfants dans une pièce adjacente. L'action est répétée 3 fois, sauf que la 3e fois, on peut voir à nouveau cet homme en violet souriant. Dans la pièce à côté, les 5 enfants sont maintenant décédés. Dans le 3e mini-jeu, vous contrôlez la marionnette devant donner des cadeaux à 4 enfants morts. Une fois fait, vous devez maintenant littéralement donner vie à ceux... C'est glauque hein, quand même les mecs. Accomplir cette action mettra un masque de Freddy, Bonnie, Foxy et Chica aux enfants, et au moment de donner la dernière vie, pendant une seule frame, on peut voir un 5e enfant au centre de l'image, suivi d'un jumpscare de Golden Freddy, probablement l'animatronique possédée par ce 5e esprit. Cette fois-ci, la voix qu'on peut entendre en fond, déformée, épelle la phrase « Help them », aide-les. Et enfin, le 4e mini-jeu est le plus intéressant des 4. Cette fois-ci, on joue Freddy, se baladant Ah, en fait, les animatroniques, ils sont possédés par la mort de ses enfants? Dans un restaurant jonché de cadavres. 5 cadavres exactement. Et le restaurant dans lequel on est n'est pas anodin. C'est exactement le schéma du restaurant du jeu, avec dans chaque pièce les bons animatroniques, au bon endroit. Vous avez une chance sur 100 lorsque vous jouez à ce mini-jeu que lorsque vous franchissez une porte, ceci se passe. C'est donc encore cet homme en violet à l'origine de ce massacre. En fond, la voix fait résonner un simple message « Save them », sauve-les. Or, un message répond à celui-ci lorsqu'on meurt dans ce mini-jeu « You can't », sauve-les, tu ne peux pas. Ok, donc reconstruisons la timeline. Le premier mini-jeu, selon beaucoup de théories de l'époque, se passe dans un restaurant Fredbear Family Diner, car celui-ci est beaucoup plus petit. Il nous montre le premier meurtre de la saga sur un enfant, dont le fantôme possédera plus tard la marionnette, comme le montre le jumpscare qui arrive juste après. Ensuite, on était au courant grâce au premier jeu qu'il y avait eu un événement où 5 enfants avaient été portés disparus dans un restaurant Freddy's. Or, ici, on a 2 incidents différents où 5 enfants meurent. Et ces 2 événements sont clairement 2 moments différents. Le premier, le Missing Children Incident, décrit par le premier jeu et montré par le mini-jeu Foxy Go Go Go, car on y voit, comme disait cet article, un homme qui emprisonne 5 enfants dans une arrière-salle. Cet incident, se passant dans le restaurant de FNAF 2, est un autre événement, car ici les enfants ne sont pas disparus, mais bien tous morts et éparpillés dans plusieurs pièces. C'est donc pour ça qu'à partir de la nuit 4, comme nous le dit Fun Guy, les nouveaux animatroniques changent et deviennent plus hostiles envers les adultes. Ceux-ci sont maintenant possédés et veulent se venger de l'employé qui les a tués. Or, on est la seule personne dans le bâtiment qui ressemble à un employé. Et tout ça, c'est prouvé par l'appel de la nuit 6. Putain, on commence à comprendre les... Moi, je kiffe les mecs. Qui est, je trouve, un des plus flippants de la série. Quand vous commencez la nuit 6, Fun Guy vous dit ça. What on earth are you doing there? Didn't you get the memo? The place is closed down, at least for a while. Someone used one of the suits. We had a spare in the back, a yellow one. Someone used it. Now none of them are acting right. Quelqu'un a utilisé un costume jaune, peut-être celui de Golden Freddy, et depuis, tous les animatroniques dysfonctionnent. On comprend donc que les victimes de la tuerie dans le restaurant, appelé le DCI, ou l'incident des enfants morts, sont morts durant la semaine qui est montrée dans le jeu, et qu'il s'agit du même tueur que la première tuerie, ce fameux Purple Guy, dont l'identité est secrète, mais qui semble être, de par certains commentaires du Fun Guy, un employé du restaurant durant la journée. Et la marionnette semble avoir le pouvoir de donner vie aux animatroniques, en permettant à des esprits de prendre possession de ceux-ci, comme c'est montré dans ce mini-jeu. Les Withered Animatronics sont donc hantés par les esprits de l'incident des enfants disparus, les Toy Animatronics sont hantés par les esprits des enfants tués, et la marionnette est hantée par la première victime de la chronologie. Putain... C'est difficile à... Bon les mecs, vous avez aimé ou pas? Vous avez aimé? Moi, on a tous à regarder encore. Donc là, retenez bien, 55 minutes 27. Retenez bien les mecs, vous me le direz plus tard. 55 minutes 27 les mecs. De toute façon je pense que ça va reprendre là où j'étais. Tac, c'était incroyable. Moi j'ai kiffé les gars. Moi j'ai kiffé de ouf. Franchement l'histoire de FNAF c'est incroyable. Merci d'avoir regardé le live. Vous êtes les GOAT. Et moi je vous dis à mercredi 21h les mecs. Sur ce, passez une bonne soirée tout le monde. Merci d'avoir regardé le live. Vous êtes les GOAT. Et tenez-vous prêts. Là il y a les trucs de Paris qui sortent très prochainement. Donc voilà, tous les samedis là vous aurez une nouvelle vidéo de près déjà.